Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les portes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris. Alors, le problème des traductions, ça peut devenir un sujet fétichiste. C'est-à-dire qui traduit le mieux l'allemand de Marx en bon français à partir du bon allemand qu'il a voulu positionner dans l'expression la plus affinée. Alors, je peux à la fois être un bon traducteur et un très mauvais homme de l'interprétation de ma propre traduction. Donc il y a la traduction comme technique, c'est-à-dire la traduction linguistique, et il y a la traduction radicale, subversive et ontologique. Donc là encore, je repars sur les traits socratiques, le mot traduction, il ouvre deux chemins. Du point de vue de l'allemand, dans sa signification la plus profonde, je peux être un meilleur traducteur dans l'articulation linguistique. Mais l'articulation linguistique que Marx positionne dans la langue qu'il exprime et qu'il pose sur le papier, elle positionne une traduction de radicalité, puisque l'œuvre de Marx est une critique de l'économie politique de l'insignifiance pour produire la signifiance de la radicalité de l'anti-économie politique. Donc, je peux être très bon en allemand et essayer, parce que je parle bien l'allemand, de bien traduire Marx, et je peux moins bien parler l'allemand, mais être un bon traducteur ontologique de la signification qu'il a voulu dire. Donc déjà, quand on pose la question de la traduction, on pose la question du traduire statique un mot allemand, un mot français. Et on pose en même temps la question de la signification de la traduction dans sa subversion radicale, où vais-je? Alors, j'ai tendance à privilégier, parce que je l'avais rencontré, parce que nous en avions parlé, et parce que c'est quelqu'un qui essaye d'être au plus près de Marx, la traduction Rubel. Il y a des gens qui vont vous dire, mais bon, du point de vue de l'allemand, alors vous avez des staliniens, des léninistes, des crétins universitaires qui vont pouvoir vous expliquer que la traduction Rubel n'est pas totalement performante du point de vue du traduire. C'est vrai du point de vue de l'épiphénoménologie des équivalences mot égale mot. Mais quelqu'un qui veut retrouver le vrai Marx et qui va trouver quelque part, entre guillemets, une bonne traduction allemande aux éditions sociales, édition lénino-stalinienne, va se heurter à un texte, par exemple l'idéologie allemande, où Marx dit il faut abolir l'État, et on va lui traficoter la traduction, où il faut abolir le travail, et on va lui traficoter la traduction. Traduction de Maximilien Rubel. Les prolétaires doivent, eux, pour faire valoir leur personnalité, abolir la condition d'existence qui fut jusqu'ici la leur, et qui est en même temps celle de toute l'ancienne société. Ils doivent abolir le travail. C'est pourquoi ils se trouvent en opposition directe avec l'État, forme sous laquelle les individus de la société se sont donné jusqu'à présent une expression collective. Et ils doivent renverser l'État pour affirmer leur personnalité. Traduction des éditions sociales. Les prolétaires, eux, doivent, s'ils veulent s'affirmer en tant que personnes, abolir leur propre condition d'existence antérieure, laquelle est, en même temps, celle de toute la société jusqu'à nos jours, je veux dire abolir le travail. Ils se trouvent de ce fait en opposition directe avec la forme que les individus de la société ont jusqu'à présent choisie pour expression d'ensemble, c'est-à-dire en opposition avec l'État. Et il leur faut renverser cet État pour réaliser leur personnalité. Plus tard, Marx, précisant cette notion de travail, préconisera l'abolition du seul travail salarié. Rubel n'a pas forcément la traduction allemand-français la plus pure du point de vue de la grammaire et du point de vue
de la signifiance textuelle, mais il a la traduction qui va le plus vers Marx, parce que même quand il traduit avec une erreur de langue, il ne la traduit pas avec une erreur ontologique. Donc, la traduction Rubel qui a donné la Pléiade, ou qui a donné les folios essais, philosophie, économie, n'est peut-être pas la meilleure du point de vue de l'économie de la traduction, mais elle est certainement la meilleure parce que malgré ses défauts à la fois de grammaire, de syntaxe et d'histoire, c'est celle qui essaye de respecter le plus la radicalité profonde du texte de Marx. Donc moi, j'ai les éditions sociales, j'ai 10-18, j'ai les traductions Internet, j'ai la Pléiade, je zigzague toujours d'une traduction à une autre, mais je dis toujours aux gens qui commencent, même si la traduction Rubel est porteuse de défauts, de défectuosité, d'obscurité et d'inclarification, elle est la plus positive parce que du point de vue de la subversion maximaliste qui agitait Rubel, malgré les défauts de Rubel, elle est celle qui se rapproche le plus de Marx. Alors, de toute façon, on n'est jamais satisfait. Donc, quand on aura lu la Rubel, on pourra passer aux éditions sociales, on pourra passer à 10-18 et à Dangeville, on pourra passer à plein d'autres, mais la Rubel, malgré tous ses défauts, est celle qui est la plus proche de Marx. Les blousons noirs sont à l'affût. C'était interdit de dire la traduction de Rubel, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'œuvre de Marx est assujettie à la grande imposture de la social-démocratie au début du siècle, et elle est assujettie à la grande imposture bolchevique-léniniste, trotskisto-stalino-maoïste dans la deuxième partie du XXe siècle. C'est-à-dire que quand Marx est mis sur le marché de la littérature, de l'achat et de la vente, il l'est mis de manière massive par des éditeurs de l'imposture. C'est-à-dire que quand Marx arrive au XXe siècle pour un homme de 1930, de 1940 ou de 1960, elle est mise sur le marché dans la défiguration du projet social-démocrate, du projet léniniste, puis du projet capitaliste bolchevique qui, de Lénine à Trotsky à Staline, construit l'empire de la mystification soviétique. Donc, tous ceux qui diffusent Marx ont pour objectif d'empêcher que l'on comprenne Marx, alors d'une manière consciente ou inconsciente. Il faut toujours se rappeler que celui qui, dans les archives Marx à Moscou, Rievzianov, dans les années 30, fait surgir les textes les plus radicaux, on est dans une réalité sociale de contradiction qui va faire que Rievzianov va finir au goulag assassiné. Je ne suis pas un bolchevique, je ne suis pas un menchevique, je ne suis pas un léniniste, je suis seulement un marxiste. Et comme marxiste, je suis un communiste. Donc, tous ceux qui font production éditoriale de Marx le font pour défigurer Marx à la sauce Lénine, à la sauce Trotsky, à la sauce Staline, à la sauce Mao, puis à toutes les sauces tiers-mondistes qui vont naître à la fin des années 60. Donc, quelqu'un qui produit Marx, de manière consciente ou inconsciente, vise à ce que le lecteur ne comprenne pas qui est le vrai Marx pour l'enfermer dans la mystification du faux Marx, qui est la justification des appareils d'État qui, en contradiction avec l'œuvre de Marx, ont piétiné l'héritage radical des luttes de classe maximalistes. Et il y a un type qui s'appelle Maximilien Rubel, qui, malgré ses œillères, surgit dans la tradition conseilliste radicale qui veut remettre en mouvement le vrai Marx. Et Rubel fait chier tout le monde, parce que quand Rubel commence à apparaître sur le marché des livres, je ne parle pas du Rubel qui, dans les petits groupes conseillistes des catacombes, a une existence, mais je parle du Marx vu par Rubel qui apparaît dans les productions du CNRS et dans les productions à audience des années 70-80. Rubel emmerde tout le monde parce que Rubel rappelle que Marx n'est pas marxiste, que Marx est anti-léniniste,
en préfiguration et que Marx est l'ennemi radical de l'horreur capitaliste d'État bolchevique. L'œuvre de Marx est, dans son intégralité, un combat théorique et politique contre l'absolutisme, expression née avec et après la Révolution française, et désignant un phénomène permanent dans tout système économique où capital et État se conjuguent pour exercer le pouvoir oligarchique aux dépens de l'immense majorité. L'alternative initialement posée se révèle donc dans toute son inanité. Le choix n'est plus, pour peu qu'il ait jamais existé, entre un Marx prétendument totalitaire d'une part et un anti-marxisme soi-disant démocratique d'autre part. Si choisir il faut, les éléments du dilemme se situent ailleurs que sur le terrain des idéologies rivales. Pour ou contre la classe la plus nombreuse et la plus pauvre, formule saint-simonienne reprise par Marx et qui, dans sa simplicité, nous fait accéder d'emblée aux tragiques réalités d'un monde aliéné où famine, guerre et superstition sont le corollaire fatal d'un mode de production fondé sur l'exploitation et la domination de l'homme par l'homme. Donc, Rubel est mis sur la touche. Donc, à un moment donné, dans toute l'explosion des impostures qui font la société soviétique capitaliste d'État, Rubel va dépasser les petits cénacles où il était cloisonné et d'un seul coup, il surgit chez Gallimard et il surgit dans la Pléiade. Et on a cette fameuse scène médiatique du spectaculaire aliénatoire quand, à apostrophe, Bernard Pivot, dans les années qui doivent être les années 80, fait venir l'habitat ponce-stalinien, qui fut d'ailleurs mon maître de thèse, Masaryk, Lefebvre, donc les gérontocrates aliénatoires du capitalisme d'État soviétique, et sur un petit strapontin, Rubel, qui vient présenter son interprétation de Marx dans la Pléiade. Donc, aujourd'hui, les gens qui ont 20-25 ans se disent, tiens, il y a Rubel, il y a Lefebvre, il y a 50 traductions possibles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la traduction Rubel a été mise de côté pendant très longtemps, parce que les œuvres de Rubel ont été mises de côté très longtemps, que si Rubel n'était pas un radicaliste extrémiste absolu, il était producteur de beaucoup de ressourcements qui emmerdaient tout le monde. Donc, les traductions Rubel ont été mises de côté parce qu'elles emmerdaient le prêt-à-penser de la normalisation qui voulait réduire Marx à un réagenceur de l'aliénation de l'économie politique. Donc, il faut se réapproprier Rubel au-delà de Rubel et contre Rubel, il faut se réapproprier Marx au-delà de Marx et contre Marx, et la traduction Rubel, malgré toutes ses déficiences, est de ce point de vue-là la meilleure, parce que même si Rubel avait effectivement des décalages et des limites, moi je dis à vos lecteurs ou à vos auditeurs d'aller voir cette émission d'Apostrophe qui a lieu dans les années 80. Le bloc capitaliste d'État soviétique existe encore. On a la BICA, on a Masaryk et on a Rubel. Alors Rubel n'est pas forcément performant dans sa présentation, mais Rubel est juste dans sa signification de radicalité profonde. C'est-à-dire que Rubel essaye de retrouver le vrai Marx, alors que tous les autres clowns du médiatisme universitaire essayent de cacher Marx derrière la merde léniniste. Lance-pierre contre lacrymogène. La Pléiade, c'est une institution normalisée du capitalisme éditorial rayonnant. Sur la Pléiade, j'ai Proust, j'ai Balzac, j'ai toutes les sommités littéraires et j'ai en même temps toutes les sommités philosophiques, puisque j'ai dans ma Pléiade, j'ai Descartes, j'ai Diderot, j'ai Kant. C'est que la Pléiade, c'est quelque part un mode d'encensement de ce qui vaut la peine. C'est-à-dire que si un auteur est dans la Pléiade, ça signifie que quelque part, il dit des choses essentielles dans le domaine de la littérature, de la poésie ou de la philosophie. Et dans le crétinisme pléiadisant de la décadence du capital, on a même fait rentrer Dormesson avant qu'il soit mort. C'est-à-dire que finalement, Dormesson qui rentre dans la Pléiade
d'Ormesson, dans toute cette vacuité littéraire du clown journalistique gay, ça signifie que le Capital arrive au bout de sa course. On fait même rentrer des vivants insignifiants dans la Pléiade. Mais qu'est-ce qui fait que Rubel rentre dans la Pléiade? C'est qu'à un moment donné, postérieurement à 68, tous les grands mensonges léninistes, trotskistes, staliniens, maoïstes s'écroulent, et qu'il y a une multitude de petits groupes d'interrogations qui font qu'on découvre un Marx au-delà du marxisme, un Marx au-delà des écoles philosophiques, politiques et aliénatoires qui avaient voulu cacher la radicalité de Marx. Et Marx rentre dans la Pléiade. Donc, Marx rentre dans la Pléiade par Maximilien Rubel, qui est un traducteur qui ouvre un chemin nouveau par rapport à toutes les traductions antérieures. Donc, il y a la réalité le Capital, c'est du fric avec tout. Même si demain vous critiquez le Capital sur la culture des radis, sur la culture du navet et du topinambour, et que vous remettez en cause la totalité industrielle de la culture classique pesticidée des topinambours et du navet, si vous commencez à avoir de l'audience, le Capital va vouloir vous assujettir à sa normalisation et vous récupérer. Donc, si Rubel n'avait pas eu d'audience potentielle, il est évident que la Pléiade et les éditions Gallimard, qui sont un temple éditorial de l'aliénation capitaliste, n'auraient pas produit Rubel. C'est parce que précisément, il y avait un besoin, il y avait quelque chose qui creusait, cette vieille taupe qui creuse sous toutes ses formes. Donc, Antoine Gallimard, apôtre du capitalisme éditorial qui va jusqu'aux insipidités les plus infinies, décide de publier Maximilien Rubel, parce qu'il y a un marché. Et pourquoi il y a un marché pour Maximilien Rubel? Parce que le temple lénino-bolchevique, trotsko-maoïste de toutes les merdes du capitalisme d'État est en train de crever et qu'il faut récupérer un marché ouvert. Donc, pourquoi Rubel marque dans la Pléiade temple éditorial de la normalisation capitaliste? C'est précisément parce que tout bouge. Et parce que tout bouge, et que aujourd'hui, alors j'ai pas les chiffres de production de la maison Gallimard, mais il est évident que si la Pléiade, les œuvres de Marx, Folio, les œuvres de Marx, traduction Maximilien Rubel, n'est pas un des chiffres les meilleurs de la production Gallimard, il est évident que ça rapporte et ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens veulent retrouver le vrai Marx par-delà les fétichisations et les falsifications, les lénino, trotskisto, bolcheviques. D'ailleurs, il serait intéressant, moi j'y vais jamais, mais on va sur Amazon et puis on clique par exemple philosophie, Marx, Folio, traduction Rubel. Bon, on va voir sur Amazon ce que ça donne en demande. Et on va voir que ça demande, entre guillemets, pas mal. C'est-à-dire que avec le temps, les gens ont découvert Rubel, ont redécouvert Marx, indépendamment des productions premières du lénino-stalinisme. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Si vous voulez, on se fout de savoir quelque part d'où ça vient, comment ça passe, comment ça se diffuse. Ce qui est intéressant, c'est que ça se diffuse. Et donc, à un moment donné, alors bon, vous êtes encore relativement jeune, mais il faut voir l'appât du bien, l'appât du narcissisme, l'appât de la représentation et l'appât du spectacle. Moi, j'ai vécu, après 68, la profusion éditoriale de Marx, de Rosa Luxembourg, de Pankov. Vous avez une maison d'édition qui aujourd'hui, 10-18, ne fait que du roman, enfin, ne fait que massivement du roman ou de la merdouille sociologico-anthropologique. C'est la maison 10-18, Christian Bourgois. Mais après la grande explosion sociale de 68, 10-18 s'est mis à Pankov, à Marx, à Rosa Luxembourg, à Malatesta, à la Première Internationale, à Marx, à Bakounine, ça n'arrêtait pas. Et aujourd'hui, par exemple, si vous voulez lire le 6e chapitre inédit ou les Grundrisse,
vous les retrouvez dans une formulation présentée par Dangeville qui était produite en 1018. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'édition, comme structure idéologique aliénatoire, épouse le temps du temps. En 66 ou en 65, les maisons d'édition produisent de la berdouille industrielle de masse. Il y a en 68 la grande explosion barricadière de la résurgence de l'auto-émancipation radicale. Les maisons d'édition veulent faire du fric. Donc, les maisons d'édition, à partir de 68, elles produisent de la radicalité pour l'asphyxier, pour la défigurer, pour la foutre sur le tapis, mais elles produisent. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir si on nous produit ou on ne produit pas. Un éditeur, il produit pour faire du fric. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que toute cette production éditoriale qui fait qu'à un moment donné a surgi Rogel et a surgi la Pléiade, elle montre que même après une phase de contre-révolution où tout est écrasé, il y a des nostalgies, il y a des réviniscences, il y a des retours en arrière, il y a des réappropriations, il y a des volontés d'aller dans les profondeurs de l'être qui font que ça ressurgit. Donc, même après un temps où il n'y a plus rien, il y a toujours un temps où tout renaît. Et même après un temps où il n'y a plus rien, quand tout renaît, ça rejaillit du temple même de l'aliénation structurelle, de l'édition aliénatoire. Et c'est ça qui est profond, si vous voulez. On va pas aller faire une philo-analyse de l'équipe éditoriale dirigeante de Gallimard. On va aller voir comment ils vivent le vendredi, le samedi, le dimanche. On n'a pas besoin de le voir. On sait que ces gens-là sont totalement normalisés dans la reproduction aliénatoire de la représentation, dans le fétichisme de la marchandise et dans l'onirie narcissique de leur spectacle. Et pourtant, Marx revient par là. À la limite, ils en ont rien à foutre. Je ne sais pas qui a lu Marx et qui a creusé Marx aux éditions Gallimard. Mais ce qui est intéressant, c'est que la force de l'histoire fait tout péter. Et qu'il y a un moment donné où, par-delà les positions des pontes policiers de l'édition, la radicalité du mouvement réel ressurgit et renaît. Alors aujourd'hui, c'est terminé. On n'est plus dans les années 80 où toutes ces maisons d'édition faisaient jaillir du Marx, du Rosa Luxembourg, du Malatesta, du Pankow, du Gorter, du Autoroule. Mais on est dans une phase intermédiaire où la critique sociale va renaître. Mais vous verrez que quand la critique sociale va renaître dans des grèves radicales, dans des mouvements de masse, même les maisons d'édition les plus crétines vont rééditer du radical et du critique parce que pour faire du fric, elles seront obligées d'épouser leur temps. Et comme leur temps fera renaître la critique, elles produiront de la critique. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille.